Dans quelques instants. Même si votre vie et votre carrière n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille, vous n'avez jamais eu de problème de taille. Vous avez quotidiennement plongé dans le grand bain sans jamais vous faire vraiment mousser. Vous vous racontez dans un livre que vous avez parfois franchi la ligne et vous en profitez pour faire quelques mises au point. Bonjour Camille Lacour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'il y a ce livre 50 nuances de bleu, une autobiographie chez Michel Lafon qui se lit comme un roman. On va longuement en parler tout à l'heure parce que c'est absolument passionnant et on va en parler finalement tout au long de cette émission puisqu'en filigrane votre vie est racontée, que le principe des clés d'une vie c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée c'est le 24 juillet 2002. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est une photo dans la presse, dans l'Indépendant. Vous êtes 4 sur une photo devant une piscine. Et c'est, je crois, votre première photo dans la presse dans ce journal et dans l'histoire. Bonjour à tous. Non, c'est vrai que ça me dit rien, mais la photo me parle maintenant. C'était avec mes 4 amis avec qui on était en section sportive à natation à Font-Romeu. Et donc voilà, ça a été... Le premier média, oui. Oui, et c'est vrai que on vous annonce comme un champion en futur. Vous êtes déjà plus grand que les autres sur la photo. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu plus grand que les autres. Et l'Indépendant, il faut le savoir, que c'est le journal local de Perpignan. Et ce journal a été créé en 1846 et contre le pouvoir en place, contre Louis-Philippe. Ça s'appelait l'Indépendant des Pyrénées-Orientales parce qu'il n'y avait pas de journal anti-royauté à cette époque dans la région. Je connaissais l'histoire déjà. Très bien. Alors, cette région, Charles Trenet l'a un jour chanté. Font-Romeu la forêt, Font-Romeu mes amours, Font-Romeu mes promenades. Car vous êtes né à Narbonne, comme Trenet, mais en même temps, vous avez grandi à Font-Romeu, en tout cas à la Cabanasse, un petit village de 600 habitants, je crois, Camille Lacour. Oui, c'est ça, c'est à un quart d'heure de Font-Romeu en voiture, juste en bas de Montlouis pour ceux qui connaissent. Oui. Et voilà, un petit village de montagne, et avec la tranquillité qui va avec cette vie un peu apaisante, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui je suis un peu comme ça. Voilà. Et Font-Romeu, il faut savoir qu'il y a des champions exceptionnels. Il y a vous, qui avez fait beaucoup de choses là-bas. Il y a Martin Fourcade, Colette Besson, championne d'athlétisme, s'y est entraînée, et Jean Ferrat y a vécu 2 ans pendant la guerre, caché. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui sortent de là. Le centre des Jeux Olympiques a été fait pour les Jeux Olympiques de Mexico, parce que c'est en altitude, et voilà, au fur et à mesure, beaucoup de sportifs viennent s'entraîner. Certains sportifs y vivent, et donc moi j'ai eu la chance de vivre toute ma vie là-bas, et c'est un vrai bonheur. Oui, et d'ailleurs je crois qu'elle a été élue ville la plus sportive en 2009, Font-Romeu. C'est possible, mais c'est surtout la ville la plus ensoleillée aussi. Il y a beaucoup de fours solaires. Voilà, c'est vraiment un bel endroit. Il fait souvent froid, mais par contre, il fait souvent beau. Alors, si vous êtes là, très jeune Camille Lacour, c'est parce que vos parents qui travaillaient au PTT ont été mutés là, parce qu'à Paris, vous aviez de l'asthme. C'est ça, j'avais des bronchites asthmatiformes quand j'étais tout petit. Et donc, mes parents se sont rencontrés à Paris. Je suis né à Narbonne et remonté à Paris. Et ça allait pas du tout au niveau de la santé. Et donc, on a été mutés à la montagne, à Font-Romeu, quand j'avais 1 an et demi, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, votre mère travaillait à Bolker. Et je crois que votre père, lui, il faisait la tournée des Angles. C'est ça. Qui est un village, je crois, on l'appelle comme ça parce qu'il a un côté pointu. Ouais, c'est un peu plus dans le Cap-Cyr, donc un climat assez différent. Il y a qu'un quart d'heure de route, mais le climat est vraiment différent de Font-Romeu, un petit peu moins de soleil, mais des montagnes un peu plus hautes et des pistes de ski un peu plus longues. Voilà. Et le ski, vous avez débuté dans ce sport, mais ça a failli mal se terminer. Vous le racontez dans votre livre, Camille Lacour. Ouais, mal se terminer. C'est vrai que j'étais un peu foufou quand j'étais jeune et que je me suis mis sur les skis, et voilà, une petite chute. Je me suis arrêté dans les filets, et à partir de là, je pense qu'il faut être un petit peu dingue pour faire du ski. Et moi, ça m'a calmé. J'étais tout jeune, mais j'ai eu un vrai coup de peur, et en plus mon père m'en a remis un derrière, donc voilà, ouais, c'est vrai que le ski ça s'est arrêté assez tôt, mais j'ai toujours cette passion du ski, j'adore ça, et j'en ai fait quand même en parallèle avec la natation pendant très longtemps. Et le sport, c'est dans vos gènes, puisque je crois que votre père, qui fait 1m90 alors que vous faites 2 mètres, fait du handball. C'est ça, du handball. Oui, handball, oui. Ouais, attention, les handballeurs, sinon ça c'est bien. Ça. Ils parlent vraiment français, c'est une bonne nouvelle. C'est tellement rare. C'est allemand, c'est pour ça, c'est handball. Mais oui, mon père était handballeur, et mon père est sportif général. Ma mère fait aussi du vélo, de la marche, un peu de course.
Donc voilà, je suis né dans une famille de sportifs et je pense qu'il est rarement passé une semaine sans que j'aille faire un autre sport, du tennis, du foot. Donc voilà, j'ai vraiment baigné là-dedans et aujourd'hui j'adore ça. Oui, et en plus, votre premier plongeon, il a été très précoce. Camille Lacour, je crois que c'est à 3 ans et demi. C'est ça, c'est à 3 ans. Bon, moi évidemment, j'en ai plus aucun souvenir, mais c'est le voisin qui devait aller à la piscine et ma mère qui me gardait ce jour-là n'avait pas grand-chose à faire, donc on est allé à la piscine. Je voulais absolument aller dans l'eau et le coach Richard Martinez qui m'a gardé après jusqu'à mes 20 ans, donc une jolie petite histoire, a dit mais laissez-le y aller. Donc j'avais pas de maillot, j'ai plongé en slip dans le grand bain et je me suis accroché à la ligne, je suis passé sous la ligne, je suis allé m'accrocher à la deuxième ligne et le coach à 3 ans et demi, il a dit à ma mère celui-là je le garde, il a quelque chose, il aime trop l'eau pour le laisser partir. Malgré qu'il soit trop jeune. Oui, parce qu'en général, c'est 5 ans minimum pour être dans une piscine. À l'époque, c'était ça. Maintenant, il y a des groupes un peu plus jeunes, mais c'est vrai que à l'époque, c'était 5 ans pour entrer dans un groupe, oui. Ça n'avait rien à voir avec les bébés nageurs, bien sûr. Non, les bébés nageurs, c'est encore plus tôt. Mais voilà, déjà à 3 ans, normalement, on a déjà l'appréhension de l'eau, mais moi, pas. Vous avez connu des bébés nageurs? Pas du tout, Camille Lacour? J'ai connu les bébés nageurs avec ma fille. Oui. Donc voilà, je l'ai mis toute petite dans l'eau et c'est une expérience en tant que parent qui est extraordinaire. Elle avait quel âge? Elle avait 2-3 mois. Ah oui, quand même. Parce que les bébés nageurs, les premiers, c'est des expériences réalisées par une psychologue aux États-Unis qui a observé 445 observations sur des enfants âgés de 11 jours à 2 ans et demi. Et le comportement aquatique était déjà présent. Ça se voit tout de suite. Ouais, et puis quand on est tout petit comme ça, vu qu'on sort du ventre, les bébés savent fermer la bouche en fait, ne respirent pas sous l'eau, ce qu'ils perdent en fait quand ils grandissent. Et c'est pour ça que les bébés nageurs, c'est génial, on peut vraiment s'amuser. Ils boivent pas la tasse, alors qu'à partir de 1 an, si on les a pas mis tout petits dans l'eau, ils ont le réflexe de respirer sous l'eau. Et là, c'est moins rigolo pour eux et pour nous. Alors, votre première coupe ou coupette, je crois que c'était à 5 ans. Et vous en êtes très fier, Camille Lacour. Ouais, j'en suis fier parce que c'était un très beau souvenir. Je me rappelle que mes grands-parents maternels étaient présents et je me rappelle surtout, je pense que c'est un de mes premiers souvenirs de natation où je plonge et j'étais avec des grands qui allaient très très vite et je me rappelle, j'ai ce souvenir de les voir partir comme des fusées. Et donc c'était un 50 mètres dans un bassin olympique et j'ai eu une coupe, pas parce que j'ai gagné, mais parce que je pense que j'étais le plus jeune participant, qu'il devait en rester une et que ça devait faire plaisir à tout le monde de remettre une médaille aux plus jeunes. Et vous conservez aussi un excellent souvenir, je crois, de l'internat, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, Camille Lacour. C'est pas loin d'être les meilleures années de ma vie parce que voilà, on était 4 amis, je suis toujours ami avec eux aujourd'hui et on a vécu, on a grandi ensemble, on s'est rencontrés, on était des enfants et on s'est séparés, on était des pré-adultes, donc voilà, ça a été une vraie évolution entre nous, on est restés 4-5 ans ensemble et aujourd'hui c'est une amitié qui est indésoudable. Oui, vous jouiez aux cartes le soir, la nuit, et les surveillants ne voyaient rien? Ils étaient d'accord, mais c'est vrai que sur mon bulletin, il y avait écrit une petite phrase, c'était... si Camille s'investissait autant dans les études que dans le jeu de cartes, les félicitations seraient de mise. Elle m'a marqué parce qu'elle est magnifique. Mais voilà, là maintenant ça me fait sourire. Mes parents ont un peu moins rigolé. Et vous avez eu le bac et vous avez failli avoir la mention bien. Ouais, 13,8 je crois. C'était 14. C'est 14 la mention bien, mais mon dossier avec un commentaire comme ça sur le dossier, c'est compliqué de regagner les 0,2 points. Oui, puis il y avait un prof aussi, je crois, qui n'était pas d'accord à l'oral. Il y a eu une petite histoire aussi autour de ça. C'est vrai que j'ai eu aussi une anecdote assez croustillante à l'oral d'histoire géo, parce que j'avais acheté un bac STT à l'époque, donc je faisais l'oral en histoire géo et je tombe sur les États-Unis. Et en fait, quand je commence à exposer les États-Unis, je pars de l'Est pour aller vers l'Ouest et quand je dis l'Est, New York et tout ça, elle me dit non, ça c'est l'Ouest. Et donc je reste un petit peu bouche bée, je me dis bon, elle doit me tester, je sais pas, donc je reprends en disant non, l'Est c'est New York. Elle me dit non, ça c'est l'Ouest, donc je lui répète oui, c'est peut-être l'Ouest de la France, mais c'est pas l'Ouest des États-Unis. Et là, un peu énervé, elle me dit oui, vous allez pas m'apprendre mon métier. Et puis moi je me démonte pas, je dis apparemment si. Et donc je lui demande si elle connaît sa droite et sa gauche, et à partir de là j'explique les États-Unis en partant de droite et de gauche. Et j'ai pris 8 alors que j'avais 14 de moyenne toute l'année, donc c'était un peu frustrant. Et à la fin de l'oral, elle dit la prochaine fois vous réviserez l'Est et l'Ouest au lieu d'aller à la plage, parce que j'avais des traces de bronzage de nageur avec les traces des lunettes. J'ai essayé d'y expliquer, mais je pense que c'était cause perdue. Et ensuite, vous n'avez pas perdu le Nord. On va en reparler dans quelques instants avec une autre date, le 25 octobre 2004. A tout de suite sur Sud Radio avec Camille Lacour.
ce week-end. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Camille Lacour, avec une date, 28 février 2019. Alors là, je le dis, c'est la sortie de ce livre dont on parle depuis le début, 50 nuances de bleu, chez Michel Lafon, une autobiographie. Alors, 50 nuances de bleu, on pense bien sûr 50 nuances de grès, ça n'a rien à voir. C'était un petit peu le but, c'était un petit clin d'œil par rapport à cette image de beau gosse qui me colle à la peau depuis 2010. Oui. Donc voilà, c'est un peu d'autodérision. Et puis le bleu, c'est clairement ce qui a fait toute la partie de ma vie. Donc voilà, la piscine, les yeux qui m'ont fait connaître. Donc voilà, on a fait exprès de jouer un peu l'autodérision et la provocation sur le titre. Alors, c'est une autobiographie, mais surtout pour vous, c'est un moyen de transmettre, Camille Lacour. Alors transmettre, j'espère que ça va servir à ça. C'est sans arrogance, enfin avec aucune arrogance que je l'ai fait pour ça, mais en tout cas, je pense que la réussite, ça vient avec de nombreux choix qui sont parfois difficiles et je les raconte dedans. Il y a eu des moments compliqués, des choix de revenir, de faire différemment, d'innover, d'être curieux. Et je pense que ça marche dans la vraie vie aussi. Donc voilà, s'il y a quelques personnes qui, ne serait-ce qu'une seule personne qui se dit ouais, je vais essayer d'évoluer. Comme lui, il a fait après ses échecs, c'est déjà une réussite. Oui, et ce livre, je le répète, se lit comme un roman, parce qu'on suit votre livre comme celle d'un héros imaginaire. C'était le but avec l'auteur. On a choisi cet auteur, Jean-François Kervéan, parce que il écrit les vies comme un roman, et c'est ce que j'avais envie de faire. Il connaît absolument pas le sport. Et c'est ce que j'adorais aussi, c'est que j'ai dû faire découvrir un peu tout le sport, un peu cette ambiance, et il a vraiment bien capté, et j'adore comment il la raconte dans le livre, et voilà, je suis fasciné moi aussi, parce que c'est mon histoire, mais je dévorais, j'adorais comment il écrivait, et on passait vraiment d'une aventure à une autre avec beaucoup d'aisance. On apprend beaucoup de choses sur vous, Camille Lacour. D'abord, vous dites que l'eau n'est pas une ennemie. Oui, bien sûr, heureusement, parce que 20 ans avec une ennemie, c'est long. Oui. Mais pour moi, c'est un milieu qui est extraordinaire parce qu'il est liquide. Donc, évidemment, par définition, c'est le contraire de solide. Et nous, on doit le dompter et essayer de poser notre main pour trouver un appui solide, pour essayer d'avancer. J'adore cette glisse, j'adore ce monde parallèle, un peu ce monde du silence. Et donc, j'essaye aussi de le raconter en essayant d'expliquer ce que c'est que la natation, justement, avec ses appuis, avec ce qu'il faut trouver dans l'eau. Et voilà, c'est un élément qui est extraordinaire, et à dompter, c'est magique. Je pense que quand on voit les surfeurs, c'est de toute beauté. Et la natation, c'est un peu pareil, c'est essayer de trouver ce moment magnifique où on peut appuyer. Et vous avez une particularité aussi. Pendant longtemps, vous avez refusé le bonnet traditionnel du nageur Camille Lacour. Quand j'étais jeune, c'est vrai que j'aimais bien ne pas avoir de bonnet, et d'ailleurs dedans je mets quelques photos où j'ai les cheveux cramés, et franchement esthétiquement c'était pas gagné, et à un moment donné, quand je suis devenu grand, je me suis dit il va falloir changer quelques trucs, et le bonnet a été un des premiers changements pour avoir des cheveux corrects. Et puis dans ce livre, vous racontez combien votre vie a changé quand vous avez commencé à gagner, et le déferlement de journalistes la première fois, ça a été une surprise pour vous. Ouais, une surprise et un choc aussi, parce que une semaine avant les championnats d'Europe de 2010, je suis absolument pas connu, je suis vraiment lambda, et quand je reviens des championnats d'Europe de 2010, je suis dans le feu de la médiatisation. Je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le gendre idéal. Donc l'avantage, c'est que ça m'arrive tard, j'ai 25 ans et je sais que tout ça est fake. Mais par contre, c'est un vrai choc, parce que voilà, quand j'arrive à l'aéroport, il y a peut-être une 50aine de journalistes qui sont tout autour de moi. C'est la première fois que je me sens claustrophobe, et je m'aperçois à ce moment-là que je vais rentrer dans une nouvelle vie à laquelle j'étais pas préparé, à laquelle je pense qu'on ne peut pas se préparer. Et puis vous avez été reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy, et c'est assez étonnant parce qu'il a fallu faire une photo, bien sûr. Il fait 1m62 et vous 2 mètres. Oui, et en plus dans l'équipe de natation, on est pas mal à être au-dessus d'1m90. Mais voilà, sans parler de politique, j'ai vraiment adoré Monsieur le Président Sarkozy, parce qu'il il avait de l'humour. Déjà, il connaissait énormément son sujet sur la natation. Alors, je sais pas s'il avait bien révisé ou s'il connaissait vraiment le sport, mais en tout cas, même si c'est les deux, il le connaissait vraiment bien, que ce soit sur les têtes d'affiche de natation ou même sur les autres. Et ça, c'est agréable à écouter. Et voilà, on avait beaucoup échangé, on avait beaucoup ri, et même pour la photo, il nous avait fait des petits clins d'œil en disant évidemment, vous restez devant sur les marches et moi je monte. Donc voilà, on avait bien rigolé. Oui, et c'est un grand sportif. Il m'a un jour expliqué que, quoi qu'il arrive, il faisait 1 heure de sport tous les jours. C'était indispensable pour travailler ensuite. C'est ce qu'il nous a expliqué aussi, et je pense que
que l'amour du sport, que son amour du sport vient aussi de là. Je pense qu'il a besoin de se dépenser pour être vraiment à 100%. Et voilà, c'est agréable de rencontrer des gens qui aiment le sport. Et alors Camille Lacour, bien sûr, la Marseillaise a retenti plusieurs fois, chaque fois que vous avez gagné. Et vous êtes un jour interrogé, vous dites dans le livre sur l'origine de la Marseillaise. Vous l'avez trouvé ou non ? Oui, je l'avais trouvé. Après, j'ai recherché avec le livre. Mais c'est vrai que donc ça vient de Marseille. C'est les Marseillais qui montaient à Paris pour la Révolution et qui ont commencé à écrire ce chant et à le chanter sur toute la route pour amener du monde. Mais voilà, c'est vrai que quand la première fois que je l'ai écouté, d'alors je l'ai révisé parce que je la connaissais pas. La veille, quand je me dis mince, je vais peut-être gagner, et il est hors de question pour moi de monter sur le podium sans pouvoir la chanter. Donc voilà, j'avais regardé sur internet et j'avais appris les paroles, j'avais révisé les paroles parce que ça datait de très très longtemps. Et en même temps, je me suis allé voir comment est née la Marseillaise. Alors en fait, c'est Roger de Lille qui a composé un chant de départ pour l'armée du Rhin à Strasbourg. Il y a eu la partition qui a circulé. Des soldats marseillais ont pris la partition et l'ont chantée jusqu'à Paris pour le jour de l'insurrection contre Louis XVI. Et les Parisiens, entendant ça par des Marseillais, ont appelé ça la Marseillaise. Voilà. C'est comme ça que c'est né. Alors, vous avez tout subi, y compris un contrôle antidopage, mais ça s'est bien passé. À l'époque, c'était pas si fréquent. Si, on en avait quand même de nombreux, mais c'est vrai que celui dont vous faites référence était un peu plus drôle que les autres. Si, en 2016, je pense que j'avais un contrôle antidopage tous les 15 jours, que ce soit sanguin ou urinaire. Donc voilà, ça fait partie de la vie du sport de haut niveau. Moi, je suis à fond là-dedans et je préfère me faire réveiller tous les matins à 6h du matin, mais qu'on ait un sport propre, mais pour tous, que le contraire. Et donc celui auquel vous faites allusion, c'est en 2010. Donc la compétition a été passée et je rentre à Marseille pour faire la fête. Et quand je rentre de soirée, donc il fait déjà jour, j'arrive chez moi et je vois deux personnes devant chez moi avec une petite mallette et je dis vous essayez de rentrer? Il dit oui, justement on vous cherchait. Je dis qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait ils me disent contrôle antidopage, la FINA et tout. Je dis oh là là, mais qu'est-ce que vous allez contrôler? Parce que si vous cherchez l'alcool, vous allez le trouver sans problème, quoi. Parce que ça a été une soirée bien arrosée et voilà, j'avais 25 ans, je venais de gagner 3 titres de champion d'Europe, on a bien fêté ça avec les potes. Et donc je leur ai offert un café, on a discuté, ils ont fait les tests urinaires et sanguins. Voilà, il y avait rien d'autre que de l'alcool, mais je pense que les analyses devaient être rigolotes quand elles sont sorties. Et puis alors curieusement, et c'est assez étonnant, Camille Lacour, vous avez soigné un zona par télépathie. Ouais, le problème des zonas, c'est qu'il faut simplement attendre. Et donc pour ceux qui connaissent pas, le zona, c'est un peu comme la mononucléose qui se déclenche une deuxième fois. Et ça fait plein de petits boutons. Et j'ai eu ça en 2008 quand je m'entraînais avec Philippe Lucas. Et donc je suis allé voir un docteur. Ils m'ont dit la seule chose qui marche, c'est d'attendre ou de voir des sorciers ou des sorcières. Je suis perplexe sur le sujet, mais en tout cas pas fermé. Et j'avais envie de me soigner le plus vite possible. Donc voilà, je suis allé voir plusieurs, dont une très bonne amie de ma maman. Et un jour, je suis devant le canapé avec ma mère et je souffre parce que ça fait mal en plus le zona. Pendant une demi-heure, je me tords de douleur et le téléphone sonne et c'était justement cette sorcière qui me demandait si j'avais pas eu trop mal les 30 dernières minutes parce qu'elle venait de travailler sur mon zona. Et donc voilà, ça reste quelque chose de très étrange. Mais en tout cas, voilà, il est parti assez vite et alors je sais pas si c'est grâce à elle, mais je pense qu'une partie, oui. Et ce qui n'est pas parti, c'est le goût de la fête, parce que vous êtes beaucoup sortis. Ça fait partie presque de l'hygiène d'un champion de sortir, à condition que ce ne soit pas la veille de la course. Ouais, alors il faut faire attention avec ça. C'est vrai que je raconte pas mal de soirées, parce qu'il y en avait quelques-unes, mais si je raconte que les entraînements, au bout de 10 pages, on ferme le livre, on se dit ouais, ok, on a compris, c'est trop dur, c'est trop chiant. Mais il y avait quelques fêtes, on choisissait les moments quand on le faisait, on savait... on était loin des compétitions, on savait qu'on avait des jours de repos derrière. Enfin voilà, presque avec les coachs, on choisissait nos moments. Et je pense que ça soude une équipe. Avant d'être sportif de haut niveau, on est avant tout des hommes. Et quand on est des hommes, on a besoin de décompresser, on a besoin de s'amuser avec des amis. On avait une vingtaine d'années, on était une bande de potes extraordinaires. Donc ouais, il y a eu
de très belles fêtes. Je suis quelqu'un d'épicurien, j'adore le vin, j'adore bien manger. Et sans aller à des fêtes jusqu'à 6h du matin, comme ça m'est arrivé quand j'étais jeune, même après, pendant ma carrière, c'est vrai que j'étais jamais contre un bon repas avec des amis. Oui, et il y a eu un cas d'école, c'est Jacques Anquetil, vainqueur du Tour de France à plusieurs reprises. Lui, il n'y avait pas de dopage à l'époque, il faisait la nuit dans une discothèque, et après, il allait courir et il gagnait. Ouais, donc ça, c'est un autre concept encore, parce que et il faut le faire vraiment quand on est jeune, parce qu'après l'âge, ça pardonne plus. Alors, il y a eu bien sûr un problème, c'est les paparazzis. Vous avez eu une histoire d'amour que vous racontez avec beaucoup de pudeur et d'émotion avec Valérie Bègue. Et les paparazzis l'ont un petit peu gâché, Camille Lacour. Non, ils l'ont pas gâché, mais c'est des moments qu'on n'a pas forcément envie de donner et qui nous sont volés. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours revendiqué. Moi, j'aime bien. J'ai toujours voulu faire du sport pour être reconnu par mes pairs. J'ai dépassé ce stade-là, mais raconter ma vie privée, c'est quelque chose. Enfin, être volé dans l'intimité, c'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup. Donc voilà, j'ai toujours dit et je refuse un peu ce côté de la notoriété. Mais bon, malheureusement, ça fait partie du jeu que j'aime pas. Mais c'est vrai que c'est pas très cool. C'est pas très cool, effectivement, et puis il faut le subir, et c'est pas toujours facile. Et puis on apprend aussi que vous avez inventé un métier qui est aujourd'hui d'actualité, mais que vous n'avez pas exercé, c'est celui de livreur de plats. C'est vrai, quand je suis avec Philippe Lucas et que j'ai justement ce zona dont on parlait il y a 5 minutes, faut savoir que 3 ans avant ce zona, j'avais eu l'appendicite qui, juste avant les championnats de France, qui m'a empêché de me qualifier pour les championnats d'Europe. Là, c'était l'année des Jeux Olympiques. J'ai ce zona qui m'enlève toute chance de participer aux Jeux Olympiques. Donc, à un moment donné, je me dis, voilà, de mon côté fataliste, je me dis, je suis pas fait pour le sport de haut niveau. J'ai trop de problèmes de santé quand les compètes arrivent. Je dois me mettre trop de pression, trop d'attentes. Donc, je vais essayer de trouver une reconversion. Et j'avais un copain qui tenait un magasin de scooters. Je connaissais 2-3 restaurateurs. Et je leur ai dit, voilà, moi j'aime bien aller au restaurant, mais j'aime bien aussi manger bien chez moi. Et des fois, j'ai pas envie de me faire manger. Est-ce que ça vous dit qu'on monte un peu un Uber Eats ou un Deliveroo? Et à l'époque, on n'avait pas encore le nom, mais et donc on avait commencé à avancer sur le projet. On avait 10 scooters. Il y avait une quinzaine de restaurants qui étaient d'accord pour partir avec nous. Et c'est à ce moment-là que Romain Barnier est entré dans la danse et m'a appelé à venir à Marseille. Donc voilà, j'ai reposé ce dossier et c'est vrai que quelques années après, quand j'ai vu tout ce qui se passait autour de Deliveroo ou Uber Eats, je me dis j'avais un projet qui était plutôt correct quand même à l'époque. J'aurais pu devenir riche. Oui, en tout cas, vous êtes riche en souvenirs et vous les racontez dans ce livre 50 nuances de bleu. Cette autobiographie chez Michel Lafon que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. L'avenir maintenant, je crois que vous êtes conseiller d'entreprise, vous travaillez pour les entreprises, qui est aussi une autre façon d'avancer. Ouais, de transmettre. En fait, je pense qu'on a vécu des moments extraordinaires dans notre carrière, des émotions très très fortes et donc des choix aussi. Donc j'ai envie de les raconter aux entreprises pour les faire un peu avancer, pour essayer en toute humilité de les faire avancer, de leur dire que sans risque, on s'ennuie et c'est pas comme ça qu'on devient des grands champions et aussi dans l'entreprise. En tout cas, on ne s'est pas ennuyé avec vous pendant 1 heure. Merci Camille Lacour d'avoir Merci participé à ces clés d'une vie. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, à demain.